Même si la production africaine de pétrole a augmenté au cours des 20 dernières années, 3,5 fois contre 1,6 fois au niveau mondial, les gisements demeurent toujours sous-exploités et des réserves restent encore à découvrir. L'Afrique dispose globalement d'un potentiel de ressources naturelles encore inexploitées. Diamants, or, uranium, bauxite, cuivre, cobalt, coltan, gaz. Il faut aussi et surtout compter avec le golfe de Guinée, qui se présente aujourd'hui comme le centre d'intérêt des pays à la recherche de la sécurité énergétique dont font partie la France et les États-Unis. Le golfe de Guinée dispose d'un des plus grands gisements sous-marins de pétrole connus au monde. Avec 24 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées, cette partie du continent, qui est la synthèse de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, est de loin la première région pétrolière africaine, avec des pays comme le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale, qui figurent au peloton de tête des pays producteurs de pétrole du continent. Avec une production de 4,5 milliards de barils par jour, le golfe de Guinée est devenu une région des plus prometteuses, renfermant du pétrole brut de qualité, facile à raffiner. La forte attractivité de cette région suscite des convoitises de plus en plus grandes de la part des consommateurs. Les Européens, qui ont une influence traditionnelle, les Américains, qui entendent s'y positionner solidement et durablement, sans oublier les Chinois, qui sont en embuscade. Ces gisements offshore, présentant alors l'avantage d'être protégés des conflits armés de la région, garantissent une production relativement constante et sûre des exportations plus faciles vers l'Europe et les États-Unis. Le golfe de Guinée émerge donc aujourd'hui comme un nouveau centre de gravité énergétique et devient désormais le théâtre d'influences mutuelles entre la France et les États-Unis. L'enjeu du continent africain pour les États-Unis, c'est pas simplement le pétrole. Ça serait le pétrole. Les États-Unis en Afrique pour le pétrole, franchement, moi je vais vous donner l'exemple d'Oba. Eux, effectivement, ils ont une carte de l'Afrique, c'est vraiment les oléoducs. Quand c'est le pétrole, eux, ils exploitent le pétrole du golfe de Guinée. Ils veulent augmenter leurs importations du continent africain de 15 à 25% pour être moins dépendants du golfe Persique. Donc ils veulent le golfe de Guinée. Ils s'intéressent au pétrole en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Mais vous savez, ils n'ont pas de lien affectif sur le plan avec l'Afrique, en dehors de Roots et Racine et autres des Américains d'origine africaine. Mais regardez ce qu'ils font au sud du Tchad. Vous avez une base, la base de Doba, qui est exploitée avec un dégisement comme Exxon. On n'en entend jamais parler. Ils sont là entre eux. Quand vous prenez l'avion de Paris pour N'Djamena, vous avez des gros Texans dans l'avion avec leur chapeau, avec leur cuisinier philippin. Ils arrivent à N'Djamena, ils prennent leur truc, on les amène ensuite à Doba. Ils verrouillent bien toute la base. Ils pompent le pétrole. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, ils vont boucher le truc et ils vont partir, vous n'entendez plus parler. C'est pas simplement le pétrole pour les Américains en Afrique, c'est la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. S'ils peuvent s'installer en Côte d'Ivoire, c'est plus facile d'avoir, compte tenu des infrastructures qu'il y a en Côte d'Ivoire, de s'installer à Bouaké, à Bouaké ou à Yamoussoukro. C'est aussi la question du dernier poumon vert, le deuxième forêt pluviale dans le monde, c'est l'ensemble des forêts du bassin du Congo. Une fois tout le monde aura rasé l'Amazonie. Et pour eux, c'est une question que maintenant, ils considèrent que la France, il n'y a plus de précarés français puisque c'est plus gendarmes de l'Afrique. Et eux, ils préparent la rivalité avec, pas les Européens, mais la rivalité avec la Chine. Demain, le véritable enjeu du continent africain, ça ne sera pas la petite France qui sera devenue un pays musée avec les nordistes, les néerlandais, les anglais qui sont venus acheter des maisons dans le sud parce que tout le monde trouve ça très sympathique de vivre en Provence. Mais la France sera un pays musée. Et par contre, le véritable enjeu, la guerre, ça sera avec Inde, Brésil, Chine, États-Unis, sur un continent qui est le dernier continent où vous trouvez des recherches aussi rares que les terres rares qu'il y a uniquement en Chine, tout le monde les veut, le lithium, le coltan, on en a tous avec nos portables, maintenant on en a tous 3 ou 4. Je veux dire, tout ça, c'est des matières rares, on les trouvera qu'en Afrique, et c'est un continent inexploré. À partir du moment où ça a été la fin de la guerre froide, tous les intérêts ont pu s'exprimer, je dirais, certes secrètement, mais librement. Et donc, pour des raisons
politiques et pour des raisons économiques. On a bien vu que les anciens partages qui dataient donc des périodes coloniales étaient considérés par d'autres puissances comme étant complètement dépassés. Et donc, notamment, les États-Unis ont estimé que le précaré, c'était fini. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est des problèmes de rivalité très fortes entre les grandes puissances qui ne s'attaquaient pas pendant de nombreuses années après la Deuxième Guerre mondiale à cause de la menace soviétique. À partir du moment où il n'y a plus de menace soviétique, les anciens amis, et toujours amis, ont pu s'affronter secrètement en Afrique. La marine américaine, avec l'USS Nashville, navire de guerre de 17 000 tonnes et ses 420 membres à bord, déclare officiellement vouloir renforcer la sécurité dans la région affectée par la piraterie, le trafic de drogue et les attaques contre les installations pétrolières. Et le BPC Tonnerre de la marine française navigue dans la région. L'ambassadeur de France au Cameroun, Georges Serre, parlera d'une veille internationale contre un fléau qui gêne les activités normales de commerce et de production de richesses. Redoutant de plus en plus d'être bousculée dans son précaré par les Américains et les Chinois, la France décide de passer à l'offensive. Elle veut coûte que coûte réaffirmer sa présence dans ses ex-colonies. Chacun y va de sa stratégie. Les pays du Golfe de Guinée, pour leur part, joueront essentiellement sur la concurrence américano-européenne pour l'accès aux ressources de l'Afrique. Ces États qui, comme la Côte d'Ivoire, partent de la bordure occidentale du continent africain au cap de Bonne-Espérance en passant par le détroit de Gibraltar, renforcent ainsi leur pouvoir de négociation face au maître, le colonisateur d'hier. L'idée du précaré connaît peu à peu l'essoufflement. La France, en fait, quelque part fait croire qu'elle est encore à la manœuvre, qu'elle a encore la capacité d'influer sur telle et telle évolution démocratique en Afrique. Mais on voit bien qu'à mon avis, c'est un leurre. La France n'a plus les moyens réellement d'avoir cette relation paternaliste ou cette relation de rapport de pouvoir avec l'Afrique. Je veux dire, l'Afrique se mondialise beaucoup plus vite que la France. Et on l'a vu, que ce soit la situation en Côte d'Ivoire ou la situation au Gabon ou ailleurs, très franchement, beaucoup d'Africains pensent que c'est la France qui décide de tout, mais c'est un leurre. Souvent, c'est plutôt inversé. À mon avis, par exemple, on l'a vu avec quelqu'un comme le président gabonais Omar Bongo. Dans la première période, c'est vrai qu'il a été installé par la France. Il ne le niait pas, d'ailleurs, après il a pris la succession de Léon Mba. Mais en fait, dans la deuxième période, on a vu, à mon avis, on n'était plus du tout dans la France-Afrique, mais plutôt dans l'Afrique-France. Et c'était Omar Bongo qui, parfois, instrumentalisait, choisissait les ministres de la coopération, choisissait un tel. Et on a plutôt vu des personnalités françaises aux ordres de quelqu'un, d'Omar Bongo. C'était totalement inversé. Même chose en Côte d'Ivoire. Si la France était si puissante en Côte d'Ivoire, en 2002, on ne serait pas se trouvé dans cette situation complètement ubuesque de troupes françaises coupant le pays en deux et ne choisissant pas vraiment ni d'un côté ni de l'autre, restant un petit peu entre les deux, ne soutenant pas complètement Laurent Gbagbo contre les rebelles du Nord, mais en même temps coupant le pays en deux. La France aurait dû, à un moment donné, soit il considérait que Laurent Gbagbo était légitime, à ce moment-là, il donnait les moyens à Laurent Gbagbo de se défendre contre la rébellion, soit il n'intervenait pas, mais de rester au nom, soi-disant, pour pas que les Ivoiriens s'entretuent, venir en tant que force impartiale entre deux et à installer un état de fait. Et c'est la montre à quel point la France perd finalement son savoir-faire, sa connaissance qu'elle avait de la Côte d'Ivoire, qui était sa vitrine. Et on l'a vu au moment du coup d'État de 1999, quand le coup d'État contre Henri Konan-Bédier, mais on l'a vu à plusieurs reprises comment la France se trouve entre deux et ne veut pas vraiment choisir, mais c'est aussi très souvent des bisbilles ou des problèmes franco-français entre l'Élysée, le Quai d'Orsay ou un certain nombre de réseaux. Et en fait, il n'y a pas, après une période
qu'on peut, on peut critiquer au niveau du fait, parce que la période de Jacques Foccart, on peut la critiquer dans le sens où finalement c'était quand même la priorité au patriotisme français et quelque part, comme c'était la guerre froide, un peu une négation de ce qu'était réellement l'Afrique. Mais en même temps, dans la période qui a suivi maintenant, on voit bien que c'est un peu cafouilleux, chaotique. On ne voit pas de vision. On n'a pas vu une France qui allait au-devant des nouvelles générations d'Africains, qui est restée un petit peu comme ça, comme un gros bateau, en même temps un petit peu dans une France-Afrique de réseau, sans définir une véritable nouvelle politique et qui n'a pas su gérer ses relations avec des nouvelles personnalités comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais ça s'est vu aussi dans un certain nombre de pays, n'a pas su et rester en même temps scotché à un certain nombre de dirigeants africains de l'ancienne période qu'elle avait cooptée dans la première période et n'a pas su non plus laisser parfois la démocratie se faire en se retirant complètement, en laissant croire qu'elle avait encore à la manœuvre.